Bon, c'est moi qui me présente ton projet, mais je pense que vous me connaissez, donc je vais passer la parole. Donc, on va continuer. Responsable du centre de formation de force, mais je suis là plus à titre de l'ancien. Enfin, l'ancien. Je suis encore un peu humanitaire quelque part, mais l'ancien expatrié, effectivement. Ouais, c'est ça. Et donc, voilà. Stabilité maximum. Cette table ronde, parce que ce film. Enfin, moi, pour l'avoir vu, c'est la deuxième fois que je le vois, et je l'avais vu une première fois dans le cadre d'un festival à Berlin, en Ville-Ouest. Et il m'avait marqué, enfin, ils ont fait remonter une série de. Je ne sais pas si ça fait ça à tout le monde, mais enfin, ceux qui ont vécu des expériences humanitaires, ça fait remonter plein de choses, quand même, de vécu. Enfin, il est très bien séquencé par thématique, le risque, la réponse, etc. Et à chaque fois, on fait. Enfin, on voit, ça rappelle des moments de parcours. Moi, je trouve extrêmement intéressant que vous voyez en tant que futur humanitaire ou déjà humanitaire d'ailleurs, et sur leur engagement, etc. Donc voilà, je suis ouvert aux échanges et aux discussions. Je laisse la parole aux collègues de l'antenne. Bonsoir à tous, je m'appelle Camille Delorme. Du coup, on se présente un petit peu plus que ça nous a introduit tout à l'heure. Je suis psychologue clinicienne de formation et j'ai fait ces études-là parce que je voulais un jour travailler pour MSF. Et bon, j'ai fini par travailler dans l'humanitaire pendant 12-13 ans sur le terrain et au siège. 2 mois et demi seulement pour MSF finalement dans tout ça. Et plutôt, alors pas en tant que psy, mais en tant que coordinatrice de projet, chef de mission, donc plutôt des profils généralistes. Rentrée de ma dernière mission en plein Covid, et donc il y a bientôt 3 ans, et depuis intervenante externe à Bioforce sur la méthode de projet. Consultante dans un cabinet de consultance pour des fondations et des ONG humanitaires à Paris, et encore un petit peu intervenante ici à Bioforce. Voilà. Je suis ravie d'être avec vous ce soir. Moi je suis Rassan Abouchar. J'ai commencé à travailler dans l'humanitaire en 2006 au Liban. Je suis libanais. C'était pendant la guerre de 2006 entre le Liban et l'Israël. Je suis parti avec Médecins sans frontières en expatriation en 2009 et j'ai travaillé avec Médecins sans frontières jusqu'à 2020, la plupart du temps sur le terrain, dans des pays africains et au Moyen-Orient. Et puis j'étais au desk d'urgence de Médecins sans frontières à Paris jusqu'à fin 2020. Depuis maintenant 8 mois, je suis au conseil d'administration de Médecins sans frontières. C'est un titre bénévole, hein, juste d'engagement avec l'organisation. Et actuellement, je suis consultant aussi je travaille avec différentes ONG, toujours dans l'humanitaire. Je suis informaticien à la base. En total, j'ai travaillé 1 an dans ce métier. Et depuis, je suis dans la gestion de projet. J'ai fait coordinateur terrain, coordinateur d'urgence et chef de mission. Bonsoir à toutes et à tous. Moi, je m'appelle Gaëlle Figuera. Je suis passée par Bioforce. J'ai fait la formation coordination de projet en 2010-2011. Et je suis partie tout de suite après. C'était ma première mission humanitaire au Tchad. Avant la formation, j'avais déjà eu des expériences comme volontaire, plutôt sur des projets un peu plus développement, coopération. Et le Tchad, ça a été une bonne claque pour les idéaux que j'avais, les illusions que j'avais. Et ensuite, j'ai travaillé 6 ans en tout pour la même ONG, donc Oxfam, principalement en Afrique de l'Ouest, sur des postes de chargé de projet, chargé de reporting, jusqu'à ensuite responsable de programme, sur des thématiques un peu moins humanitaires, mais qui étaient plus autour des droits des femmes, et tout ce qui était sur la violence basée sur le genre. Et ma dernière mission s'est terminée en décembre 2018. Et en 2019, je me suis un peu
un peu un gros bilan. Est-ce que je continue pas, est-ce que ça me plaît toujours, est-ce que ça me plaît moins, oui, non, pourquoi. Et en fait, j'ai commencé à me poser pas mal de questions sur ma propre gestion en fait, personnelle en fait, des missions. Gestion émotionnelle, gestion du stress, la fatigue, le volume de travail, etc. Et avec aussi des expériences et des échanges avec les collègues, je me suis rendu compte qu'on donne beaucoup de soi quand on part en mission et qu'on s'oublie très très souvent. Et en fait, j'ai commencé à réfléchir à cette possibilité d'accompagner finalement les humanitaires, en tout cas les personnes qui s'engagent dans des métiers de la solidarité, en France ou à l'international, à trouver cet équilibre entre l'engagement pro, où ils partent sur des missions qui peuvent être dans des contextes très compliqués, et le bien-être plutôt personnel, individuel, parce que c'est pas égoïste finalement de prendre soin de soi pour prendre soin des autres. En tout cas, c'est ce que je pense. Donc voilà, donc du coup, ça fait 2 ans maintenant que je développe une activité plutôt d'accompagnement auprès des humanitaires et des personnes engagées dans le solidaire, via du coaching et de la gestion émotionnelle, gestion du stress, en individuel et en collectif. Voilà, du coup, aujourd'hui, je suis plutôt de l'autre côté pour soutenir les humanitaires et les personnes engagées. Et je suis aussi membre bénévole de l'équipe de soutien de pairs de l'association Populate Humanity, que peut-être certains avaient déjà entendu parler, et qui ont fait d'ailleurs une conférence il y a quelques mois ici, et qui sont aussi engagés sur ce soutien à la santé mentale des humanitaires qui sont sur le terrain ou qui reviennent du terrain aussi. Voilà. Moi, je sais pas, je pense qu'on est là plus pour répondre à vos questions aussi par rapport au film, par rapport aux témoignages que vous attendez peut-être. Du coup, est-ce qu'il y a des questions justement à poser par rapport au film en question, les thématiques qui sont abordées en lien avec effectivement l'engagement. Je ne sais pas si Camille, ou alors on peut amorcer un peu la discussion. On démarre, oui. Moi j'avais une question par rapport au thème. Comment c'est venu un petit peu à MSF de faire un film qui s'appelle Égoïste, et je trouve ça très intéressant comme point d'entrée, mais je voulais savoir un petit peu comment c'est arrivé. C'est la première fois que je vois le film. Je ne suis pas surpris du film. Je sais pas que c'est la première fois que je le vois. Je ne suis pas surpris du titre non plus. Moi, j'ai entendu le mot égoïste dans des échanges avec des gens sur le terrain, sur le siège, avant mission, pendant mission, ou bien la plupart du temps par des gens qui passaient des moments difficiles et se questionnaient en fait sur ce qu'ils font dans la vie, spécialement après une expérience difficile ou bien une entre-mission, où il y a toujours des fois des questionnements sur ce qu'on fait après. Est-ce que je reviens sur le terrain? Est-ce que je reste chez moi? Et il y a toujours 2 mots qui sortent. C'est ou bien que tu es un égoïste, ou bien tu es un imposteur. Un des deux. L'imposteur, moi toujours je me demande comment je m'identifie, si je suis un égoïste ou bien un imposteur. Il y a des fois que je me sens comme un grand imposteur en fait, spécialement quand on est en face des situations où l'impact qu'on fait de nos activités est tellement petit, et ça peut être sur le grand image d'une guerre ou bien d'une crise, ou bien d'une épidémie, ça peut être vraiment très petit. Des fois, on se sent qu'on était vraiment utile, que j'ai fait ce que j'ai cru je voudrais faire dès le début, ou bien comme équipe, ce qu'on voudrait faire. Et du coup, c'est une vision différente. Des fois, dans le film, on entend des histoires différentes de comment la perception de la mission et de comment les gens, eux, perçoivent leur présence sur cette mission elle-même ou bien dans ce qu'ils font. Après, la question des équipes et la santé mentale des équipes dans Médecins sans frontières est toujours un souci et devient de plus en plus un souci, spécialement que l'organisation grandit beaucoup, le nombre de gens qui partent sur le terrain grandit beaucoup, et aussi le profil des gens, pas le profil, mais la
dire avant, il y a 30 ans, la plupart des gens qui se déplaçaient d'un pays à l'autre, c'est qu'ils appelaient avant les expatriés, les staffs internationaux, venaient de l'Europe, une grande partie de la France, de Belgique, où il y avait des centres de recrutement. Aujourd'hui, c'est un mélange énorme, ça brasse beaucoup de monde. Des gens qui viennent avec des backgrounds très différents, des gens qui viennent d'une guerre eux-mêmes, ou bien d'un pays qui est toujours en guerre, des gens qui reviennent dans des situations qu'ils doivent se reposer, mais ce n'est pas du tout reposante. Donc un peu de se regarder nous-mêmes, de ce qui ces gens en fait qui partent tout le temps, c'est toujours un questionnement. Et comment s'occuper d'eux en fait, comment s'occuper de leur bien-être après mission ou bien après une carrière ou n'importe. Donc moi je sais pas pourquoi c'est fait. Je crois que c'était fait par le Bureau international de Médecins sans frontières parce qu'il y a assez de mélange de profils et de gens dedans. Mais c'est une vision un peu de la complexité en fait d'avoir tellement une grande équipe qui bouge tout le temps dans des contextes très différents. Oui, moi je pense que ça ne m'étonne pas que ce soit MSF qui l'ait fait parce que MSF a 40 ans, enfin 40 ans maintenant, alors 50 ans, donc d'expérience, donc en termes de... Enfin, moi ça ne m'étonne pas du tout que ce soit eux qui aient cette capacité aussi à prendre du recul sur ce qu'ils font. Ils ont vraiment, je pense, une démarche un peu de réflexion, d'apprentissage. Ils contribuent, donc, depuis l'origine, ils contribuent beaucoup à la réflexion sur le sens à l'action, c'est vraiment l'engagement. C'est une action très militante, il y a une adhésion très forte au mandat MSF. Les gens qui partent avec MSF, en général, sont estampillés MSF. Voilà, il y a une identité très forte et des éléments de réflexion qu'on retrouve aussi à travers le film, je trouve, propre à MSF, mais qu'on peut aussi étendre aussi à d'autres organisations. Juste pour rebondir sur ce que tu viens de dire, effectivement, et là où je pense que c'est aussi important de prendre du recul sur ce qu'on vient de voir, c'est que c'est très centré sur des expatriés qui sont autour des activités de soins, et en particulier de soins de sauvetage de vie. Et du coup, ce qu'on voit, c'est démultiplié, en fait, quand on part dans des contextes tellement sur des missions tellement courtes et pour faire des activités tellement intenses, c'est pas toujours comme ça. Il faut aussi, je pense, relativiser et remettre les choses à leur place. Je dis pas qu'on vit des mêmes émotions ou des expériences moins fortes quand on va sur un projet de développement qui dure 5 ans dans un contexte qui n'est pas en guerre, pas du tout, mais forcément que là on a vu un extrait, on a vu le concentré du concentré, et donc effectivement, déjà pour l'appeler égoïste, il n'y a que MSF pour le faire, c'est un peu provoque et c'est normal et ça provoque le débat, mais aussi pour nous livrer comme ça l'intensité de la thématique. Je vais peut-être juste rebondir en effet sur ce que vient de dire Camille, sur le contexte finalement qui nous a été montré dans le film, où c'est très urgentiste vraiment, et très médical, et où on voit justement les personnes sauver des vies, etc. Et toute la machine aussi derrière, en fait, toute la partie logistique, coordination que là on ne voit pas, mais ça n'empêche pas que les personnes peuvent aussi être affectées par ce que vivent leurs collègues ou ce que vivent les équipes et les bénéficiaires, les personnes avec qui on travaille. Et en effet, les contextes plutôt de développement, c'est un autre genre d'engagement. Les impacts sont différents, ce qu'on voit tous les jours c'est différent aussi, mais finalement que ce soit sur du plus moyen, long terme, parfois ça s'accumule et on se rend encore moins compte en fait qu'on emmagasine des choses, des émotions, des images, des expériences, et par un jour c'est un peu il y a un petit truc qui fait un peu déborder le vase et on se retrouve parfois un peu en difficulté aussi. Et on peut avoir des expériences comme ce qui a été mis en évidence dans le film. Et sur l'égoïsme, je ne m'étais pas posé la question avant vraiment de voir le film. Et donc c'est intéressant parce que quand j'ai commencé à partir au début, pour moi c'était plus aussi l'expérience, les rencontres, l'aventure, le dépaysement.
Donc ça, c'était dans les expériences plutôt de volontariat, donc dans des contextes plutôt tranquilles et plutôt agréables, voire entre guillemets exotiques. Et la première mission, donc du coup au Tchad, qui était plutôt un contexte humanitaire avec des camps de réfugiés, crise choléra, etc. Maintenant que j'ai vu le film 2 fois récemment, mon père m'a en effet dit mais tu t'en fous de nous en fait, nous on fait quoi, on attend. Et c'est vrai qu'il y avait ce truc un peu, l'égoïsme peut-être, mais en même temps il y avait cette envie de contribuer, parce que je me suis rendu compte que la première mission, j'étais passée de je vais sauver le monde à en fait après 6 mois on se rend compte qu'on ne sauve pas le monde, donc fait ce qu'on peut avec les moyens, les ressources qui sont là. Et donc c'est simplement de vouloir continuer de s'engager à contribuer beaucoup plus que sauver. Parce que moi j'ai pas du tout été dans des contextes médicaux, à part choléra, ma première mission. Mais j'étais sur la gestion de projet, donc je voyais pas tout cet aspect-là de sauver des vies, en fait. À part quand on est allé en visite parfois sur les projets. Mais j'étais beaucoup plus en retrait que des collègues qui étaient en première ligne, en tout cas. Ouais. S'il y a d'autres questions. Moi je suis venu à la base pour essayer de comprendre au fait comment ça se passait. Quand on partait par exemple pour la vie familiale et tout, nous sommes là, chacun a ses raisons pour lesquelles nous sommes venus et tout, mais comment ça se passe la vie familiale quand on ne sait pas où on doit aller, ce qu'on va faire demain? C'est un peu, je trouve que c'est un peu flou. Je suis venu pour avoir un peu plus de vision sur ça. Qu'est-ce que vous vous dites au fait? J'ai vu par exemple un extrait où la femme, je ne me rappelle pas de son nom, qui parlait avec son époux et qui racontait comment la première rencontre, ils discutaient et tout. Mais, ouais, mais je sais pas comment dire ça, mais au fait, comment on se dit, on arrive à trouver l'équilibre pour se lancer dans une vie familiale tout en sachant qu'on n'aura pas tout le temps d'être là. Je suis spécialement venu pour ça et j'aimerais que vous partagez votre avis, votre vision des choses sur la question. Bon, j'attends. En fait, je pense qu'il y a plein de scénarios différents. Il y a autant de scénarios que d'individus. Il y a la famille au sens large, les parents, les frères et sœurs, la famille qu'on choisit, nos amis quand on devient adulte, etc. Puis il y a la famille, donc son conjoint, sa conjointe, des enfants. Déjà, c'est très différent quand on, effectivement, enfin, c'est ce que disait quelqu'un dans le film, quand on commence, enfin, moi je suis partie, j'avais 25 ans, j'étais célibataire, la vie devant moi, enfin, je l'ai toujours d'ailleurs, mais. Et enfin voilà, c'est très différent quand on part comme ça, avec ce que j'ai noté, une irrésistible attirance. Et c'est différent quand parfois on voyait un monsieur parler, je ne sais pas de quel pays il venait, mais il disait qu'il y avait son papa, son fils qui n'avait pas dormi la veille et qui lui rassurait, mais qui est quand même parti. Voilà, il y a le contexte où soit on part, soit on repart quand on est déjà parent ou qu'on a déjà une famille. Là, ils ont parlé de l'irrésistible attirance, comme la vocation obligatoire, etc. Mais parfois, il y a aussi juste des réalités économiques. En fait, comme disait Hassan, il y a des gens qui vivent déjà dans un pays où c'est la guerre, où c'est compliqué. Et d'être expatriés, ça leur permet d'avoir un revenu qu'ils peuvent envoyer à leur famille. Et donc, parfois, c'est une obligation. Donc, la question se pose aussi différemment, et la question de l'égoïsme aussi. Et puis l'humanitaire, je trouve que c'est aussi une manière incroyable de croiser des gens, des amis, de se construire une famille qu'on choisit au fur et à mesure. Avec Hassan, on s'est rencontrés sur le terrain, on a maintenant une famille, on construit différemment, on construit avec des gens avec qui on partage aussi des valeurs, donc il faut aussi le voir comme ça, c'est un plus petit microcosme. Je
je ne sais pas de quoi l'avenir sera fait demain, si on repartira chacun de notre côté ou si on partira en famille. Mais il y a plein de configurations possibles. Il y a aussi de plus en plus, je pense, une ouverture d'esprit des organisations qui savent que pour avoir quelqu'un qui a de l'expérience, un mouton à 5 pattes, qui va remplir une fiche de poste très exigeante, ça sera forcément quelqu'un peut-être un peu plus senior, qui aura peut-être une famille. Et donc, il y a de plus en plus de départements RH et de dispositifs qui proposent ce qu'on appelle des packages famille, avec la prise en charge des conjoints, des enfants, une maison séparée, etc. etc. Enfin, tout est possible et je pense que, voilà, après, il y a ces situations individuelles, mais c'est pas forcément un facteur limitant. Bonsoir à tous. Alors, pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Florian et je suis parti un peu de ce film parce que entre guillemets, j'ai 30 ans d'humanitaire et surtout 27 ans avec Médecins Sans Frontières. Et maintenant je travaille pour Bio-France, je dispense des. Donc j'ai une famille. Et je reviens à ta question, du coup. Elle a répondu en partie, hein. Moi c'est pareil, je suis parti, j'étais célibataire, j'étais jeune, alors je ne suis pas tout à fait d'accord sur certains points dans le film, mais quand elle dit on a 30 ans, on a notre vie devant nous, elle avait passé sa vie. Enfin, quand on a 30 ans, justement, on a tout à découvrir, on a des amis qui vont disparaître quand on est loin, enfin, disparaître, qui vont s'effacer, parce que quand on reste longtemps sur le terrain, qu'on enchaîne, on perd en amitié, puis tout d'un coup on construit une famille. Mais moi je voudrais quand même rappeler que c'est pas différent que de travailler aujourd'hui chez Bouygues ou chez quelqu'un, parce que vivre en famille c'est quelque chose déjà d'un projet en soi, c'est pas... Et il faut y avoir une confiance, il faut avoir une relation, il faut avoir... en tout cas, toutes ces choses-là pour construire ta famille. C'est pas quelque chose de réussi à tous les coups. Et donc, pour moi, en fait, honnêtement, la vie est un peu différente par rapport à ce que tu vis, tu as deux vies. Mais ta famille, ça reste ton projet en plein temps, ton projet de l'autre côté, quoi. Et il n'y a rien qui garantit que tu vas arriver à tenir aussi longtemps une famille ou à vivre avec ta famille, que tu sois sur un métier sédentaire ou que tu sois sur un métier parallèle. Après, c'est ce qu'on expliquait, c'est vrai que simplement avec MSF, quand j'ai fini par trouver ce qu'il fallait, parce qu'avec MSF, on a parlé beaucoup de l'urgence, ils t'appellent quand tu es expérimenté, et ils te disent voilà, il faudrait que tu partes demain. Toi, tu attends ça aussi. Hein. Moi, ce que je fais, il y a un terme que je n'ai pas beaucoup entendu dans le film, c'est moi personnellement, ce qui m'a motivé, c'était après, quand tu chopes de l'expérience, de dire je vais être acteur sur une action, sur un moment, sur une épidémie, ce que tu veux, une catastrophe, des guerres et tout ça. Tu sais que tu peux être acteur avec ce que tu sais faire. Et ce que je sais aujourd'hui faire de mieux, parce qu'après 30 ans, je ne vois pas trop ce que je peux faire d'autre à part faire de la formation maintenant et transmettre les choses. Mais donc il t'appelle et un jour j'ai dit écoutez, j'ai pas changé de statut, je suis toujours disponible pour des périodes courtes, je peux pas partir en famille pour l'instant, c'est mon choix, donc si vous avez besoin de moi vous m'appelez, si vous n'avez pas besoin de moi, pour l'instant j'ai pas envie de ça. Et je leur ai dit j'ai pas envie de divorcer non plus, donc par contre si je divorce vous serez les premiers informés. Et depuis les RH me téléphonent, quand ils me proposent des missions, et me téléphonent pour me proposer des choses qui correspondent à ma vie parallèle, entre guillemets, à ma deuxième vie, qui est ma vie. Maintenant, pour finir, je te dirais, presque, il faudrait interroger mes enfants, qui répondraient comment ça s'est passé ma vie et comment eux l'ont vécu, comme ils ont fait là dans le film. Ils ont pris quand même quelques personnes proches. Mais encore une fois, je veux dire, il faut toujours faire le parallèle sur la vie personnelle et sur la vie professionnelle. Il y a des choix que tu fais et il n'y a rien qui te garantit que les deux, tu vas les réussir en parallèle. En tout cas, je ne sais pas si ça répond à ta question, mais en tout cas, moi, c'est ça. Voilà, merci déjà. C'est bon. J'ai pas fini. Déjà, j'ai bien aimé votre analyse et tout. Je suis venu avec des objectifs, je sais pourquoi je suis là. Je ne vais pas faire comme si je voulais juste aider. Je veux aider, mais tout en m'aidant aussi.
Là, je suis d'accord avec vous. Et pour rebondir sur ce que vous avez dit aussi, je sais que la vie en famille, c'est pas donné à tous les coups. Genre, il n'est pas dit que tu vas forcément réussir si tu as un boulot sur place et tu es sédentaire et tout. Mais on avoue que pour quelqu'un qui est sur place, c'est plus facile que pour quelqu'un qui se déplace tout le temps. Je pense, en tout cas, mon père, il est dans l'humanitaire bien avant que je ne naisse. Du coup, je l'ai suivi dans beaucoup d'endroits. J'ai vu beaucoup de choses grâce à ça et c'est à cause de ça que je suis ici en partie. C'est aussi grâce à ça que je suis en ce moment ici. Et voilà, vous avez quand même apporté une réponse partielle à ma question, mais c'est ça, je trouve quand même que c'est deux mondes différents, quoi. C'est deux mondes différents parce que sur le terrain, nous sommes jeunes, on a toute la vie devant nous et tout, et je trouve quand même que c'est plus difficile pour nous que pour ceux qui ont déjà une famille. Par exemple, mon père, il a rencontré ma mère, il n'était pas encore dans l'humanitaire, et c'est plus facile comme ça, mais tu sais déjà que tu seras pas tout le temps là. Bon, je pense que ça ramène plus de, ça devient plus compliqué, mais quand les bases elles sont bien posées, ça aussi ça peut arranger les choses. Okay. C'est ce que j'en retiens. On va passer la parole à d'autres questions. Marine. Bonsoir tout le monde. Je voulais juste rebondir, et je vais être assez brève. Du coup, moi je suis intervenante externe ici aussi. Moi j'ai commencé dans l'humanitaire il y a 12 ans. Je suis partie pour la première fois, je n'étais pas célibataire. Je ne suis pas célibataire et c'est avec la même personne. Donc on va fêter nos 19 ans de vie commune avec mon conjoint cette année. Donc c'est possible, on s'est connus, je faisais encore mes études, donc c'est possible. Après c'est des choix, comme tout le monde l'a dit, on va choisir les missions aussi en fonction. Il y a eu une fois où j'ai dit non à une mission parce que mon copain, à l'époque on n'était pas censé, mais mon copain à l'époque m'a dit là franchement t'abuses. Donc j'ai reconsidéré et j'ai fait un choix du coup personnel. Mais il y a une grosse plus-value aussi à avoir, je trouve personnellement pour moi, ce point fixe, il n'est pas du tout dans l'humanitaire et c'est génial parce que du coup quand je rentre, on parle d'autre chose quoi. Et ça, on l'a vu dans le film, ça fait du bien aussi, ça ancre, ça ramène aussi à d'autres réalités qui sont pas moins valides. Alors ça fait un peu galvaudé, mais la communication, c'est ultra important dans le sens où il faut aussi accepter de dire à la personne, ça, j'ai pas envie de te le dire. Ou ça me regarde, c'est mon jardin secret, et qu'elle le prenne pas mal. Mais ça reste quand même la clé, c'est la communication. Et puis après, vous avez des petites stratégies. Quand vous savez que vous allez devoir rentrer après une mission un peu intense, vous trouvez un avion qui arrive tôt le matin pendant que l'autre est au travail, comme ça vous avez la journée pour faire vos lessives, pour vous remettre sur pied, faire une petite sieste, et quand il rentre le soir, vous êtes sur la même longueur d'onde, et des fois c'est un peu plus long que ça, mais vous êtes sur la même longueur d'onde, et puis vous pouvez aussi recevoir les infos de sa journée méga frustrante, et c'est pas moins valable que vos 2 mois super frustrants aussi. Donc voilà, c'est juste des petites choses, mais c'est possible en tout cas, dans la durée. Voilà. Non, moi je pose plus de questions chez lui. Je pose des questions sur Reddit. C'est l'autre question, du coup. Oui. ChatGPT me répond à toutes mes questions. Merci. Je voulais savoir les témoignages que nous avons eu la joie d'avoir dans le documentaire. J'ai l'impression qu'on concerne beaucoup de personnes qui sont dans le milieu du médical. Et je voulais savoir si, en ce qui concerne les métiers support, donc ce en quoi forme Bioforce également, il n'y a pas également la dimension de encore moins servir. Il y avait toute cette question qui était dans le documentaire, juste mettre un petit pansement, tout ça. Est-ce que sur le terrain, on peut voir régulièrement, donc en particulier chez MSF, une dissociation entre les post-programmes, où du coup les docteurs sont là avec les bénéficiaires tous les jours, en tout cas les personnels médicaux,
et les métiers support comme la finance, la RH ou les logs, c'est pourquoi on est là, qui nous-mêmes, à nos postes sur le futur, on peut se dire, bah, on voit encore moins les faits et on peut se poser ces questions qui peuvent être encore plus lourdes sur nos épaules. C'est normal dans toute production de la MSF de voir seulement la côté seulement médical. Et ça, c'est la stratégie de communication de Médecins Sans Frontières, de mettre toujours l'attention sur l'action médicale. Une grande partie du staff gestionnaire de la MSF qui part sur le terrain, ça fait, je dirais, 70% du staff qui part sur le terrain sont gestionnaires, et ça inclut les médecins et les infirmiers. Eh bien, dans un projet classique de Médecins Sans Frontières, un projet qui est un hôpital général dans un village du Congo, il y aura peut-être un ou deux médecins internationaux et un ou deux infirmiers internationaux. Le reste de l'équipe qui est vraiment en face des patients le jour à jour sont des médecins et des infirmiers du coin. Sur toutes les décisions difficiles, tu as la plupart de l'équipe qui est à l'hôpital. C'est-à-dire, tu as le chef de projet qui visite beaucoup l'hôpital pour gérer des problèmes liés à l'hôpital, des problèmes de sécurité à la porte de l'hôpital, autour de l'hôpital, et à la salle d'urgence de l'hôpital où les gens s'énervent, les gens ne sont pas contents, ou bien il y a un mec important d'essai qui vient, ou des questions comme ça. Le logisticien, il est la plupart de son temps à l'hôpital aussi, parce qu'il faut gérer cet hôpital d'une question nettoyage, tout le biomède, toute la construction, les murs. Il y a le logisticien, moi je trouve, il passe le même temps qu'un médecin passe en face des patients à l'hôpital. La seule position qui est loin de l'hôpital et qui souffre des fois d'être loin des patients, c'est l'administrateur. Mais l'administrateur, il est en contact avec les gens, il est en contact de jour au jour avec les problèmes de toutes nos équipes qui sont eux en train de prendre cette expression. Donc il comprend ce qui se passe et il est inclus à cause de toutes les histoires qu'il entend et il gère lui les problèmes de ces histoires-là. C'est-à-dire quand il y a un appel à un psy, quand il y a besoin d'un psy de venir, la plupart du temps, la première personne à identifier ce besoin, c'est l'admin du terrain, c'est le RH. Donc, moi je trouve la plupart du temps, c'est une équipe qui est très très soudée. Et il y a des fois l'équipe n'est pas soudée, mais c'est normal dans n'importe quelle équipe, industrie ou autre. Donc la plupart du temps, c'est tous ensemble. Et quand la merde arrive, quand par exemple tu as 20 patients qui arrivent au même moment à cause d'une explosion à la salle d'urgence, tout le monde est obligé d'être là-bas parce qu'il y aura du boulot pour tout le monde d'être là-bas, pas seulement les infirmiers, les médecins et les anesthésistes et tout ça. Donc, mais la communication, ça met en valeur l'action médicale, bien sûr. Je voudrais juste mettre un bémol aussi, parce que dans le sens où ça c'est très MSF, effectivement. Là où ça peut être effectivement un peu moins sexy, c'est dans des ONG. Enfin, moi j'ai travaillé aussi dans des ONG qui font que de l'urgence, mais pas forcément du médical, où effectivement il y a cette frustration parce que le log va être beaucoup au bureau en train de faire des demandes d'achat et gérer ses cotations et ses dossiers d'achat, gérer sa compta, etc. Je dis pas qu'ils ne le font pas chez MSF, hein, mais c'est quand même des jobs assez différents en fonction des ONG, et je pense qu'il faut aussi profiter de votre temps à Bioforce comme un espèce de purgatoire ou de sas avant d'y aller, et justement aussi de réfléchir sur ce qui vous fait vibrer et l'importance du temps que vous voulez passer dans les mains dans la boue, si je puis dire. Parce que c'est clair que être log chez MSF, c'est pas la même chose qu'être log chez ACF, PU ou ARC. Mais aussi, pour ceux qui m'ont eu en cours, moi j'encourage toujours, c'est pas parce que vous avez
un bureau et que vous êtes obligé d'y passer tout votre temps en fait. Et c'est pas parce que vous avez des priorités administratives ou un audit ou je ne sais pas quoi, et ben en fait votre priorité et la priorité de vos équipes aussi, moi je dis toujours, des fois banaliser une journée d'un gardien ou d'un chauffeur ou d'un opéradio et embarquez-les et emmenez-les voir les activités et vous allez voir et demandez à aller voir et à participer et à contribuer. Là, on ne le voit pas effectivement dans le reportage, mais je pense qu'il peut y avoir des films extraordinaires faits sur la logistique, et notamment la logistique MSF, qui est quand même maxi-sexy. Enfin, c'est les seuls à pouvoir déployer des avions, des hôpitaux gonflables, etc. Et on n'était pas en train de poser une perf à un enfant qui est en train de mourir, mais on fait quand même des choses incroyables, quoi. Ouais, moi je crois qu'il y a, enfin tu disais, c'est la notion d'équipe quand même, tout est partagé, enfin il n'y a pas des, je trouve quand même qu'il y a beaucoup, enfin on voit à travers le film un peu le off ou la vie d'équipe à côté, enfin il y a une promiscuité, une vie d'équipe très forte dans ces contextes-là, enfin peut-être plus dans les programmes d'urgence que dans les programmes de développement où chacun rentre chez soi le soir, etc. Mais il y a quand même une communauté, une vie d'équipe où il y a beaucoup de partage aussi, enfin, il y a beaucoup d'entraide, il y a beaucoup d'écoute aussi, enfin, sauf dans les cas particuliers où effectivement il peut arriver une équipe un peu distendue ou avec des relations un peu plus conflictuelles, mais en général quand même il y a un sas aussi de part. C'est pour ça que moi j'ai pas forcément l'impression qu'il y a certains les médecins d'un côté et les fonctions support de l'autre, c'est quand même beaucoup, enfin moi je trouve, en tout cas dans les expériences que j'ai eues, un sentiment de vision d'équipe. On a chacun nos fonctions pendant la journée, etc. Mais il y a des temps de réunion, il y a des temps de off le soir, où chacun peut partager des expériences et peut aussi, du coup, de l'entraide, de l'écoute, de la communication aussi. Moi, j'ai pas le sentiment qu'il y a une vision forte. Bon, bien évidemment, un médecin ou des infirmières qui vivent en première ligne des décès, de la malnutrition, etc., sont peut-être beaucoup plus impactés, mais le logisticien ou l'administrateur ou le chef de programme, de toute façon, partage ça, peut être à un moment ou à un autre présent sur zone également. Donc, moi, je ne ferai pas il n'y a pas forcément de distinction dans l'appréhension un peu justement par rapport à ces risques, par rapport à l'engagement, etc. Tout le monde est un peu sur le pied d'égalité, même si certains sont plus exposés que d'autres. Oui, je voudrais juste rajouter quelque chose et temporiser. En effet, quand on est sur des projets vraiment de life saving, où c'est genre on le voit tout de suite qu'on sauve des vies ou que malheureusement pour parfois des situations médicales on perd des vies, c'est tout de suite visible. Quand on est sur des projets ou des interventions de plus moyen à long terme, où les changements sont plus longs à se voir, il peut y avoir une part de frustration parfois. Et là, il peut y avoir aussi ce moment où on perd un peu le sens. On se dit, mais à quoi bon de passer mes journées sur l'ordinateur à écrire des rapports, à faire des formulations pour des bailleurs, etc. Et quand on commence à perdre un peu ce sens-là et à comprendre que notre impact a aussi une valeur ajoutée, c'est intéressant et important de prendre un peu de recul pour justement se dire, ok, je ne suis pas en première intervention, mais mon travail est aussi utile parce que c'est par ça qu'on va avoir les fonds, c'est comme ça qu'on va gérer le budget, etc. Donc c'est aussi prendre du recul et se dire que finalement tous les métiers d'une équipe, d'une organisation contribuent au même objectif, à la même vision. Et c'est là que j'en reviens au mot que je disais tout à l'heure, c'est plutôt peut-être dans la contribution que d'en vouloir d'être vraiment... en tout cas, moi, la notion de contribution m'a beaucoup aidée quand j'ai eu cette première mission où je me suis rendu compte que j'avais l'impression de ne pas être utile parfois. Voilà. Non, je ne suis pas à l'aise en parlant avec les micros. Il y a une question. Oui, je vais parler fort. Je n'ai pas entendu ma voix. Donc bonsoir, ma question c'est de savoir, vous m'entendez? Oui. C'est de savoir si à un certain moment il ne faut pas savoir s'arrêter. Un peu, quand j'ai eu à entendre les témoignages de tout un chacun, c'est pas un jugement, mais la plupart du temps on nous dit oui, j'ai fait 20 ans d'humanitaire, j'ai fait 25 ans, je me demande le terrain,
est-ce que parfois il ne faut pas savoir s'arrêter pour plusieurs raisons? Un, pour le fait d'être efficace sur le terrain, parce qu'à un moment donné, l'efficacité change. C'est un peu comme, je vais prendre l'exemple de l'armée, quelque chose qui n'a rien à voir. Quand on envoie des gens sur le terrain, à un moment donné, on juge bon, que le réflexe de son personnel sur le terrain ne sera pas le même. Et du coup, on change d'équipe. Et après, pour les raisons d'engagement sur le terrain, parce que quand on remarque aujourd'hui dans l'humanité, il y a d'autres qui regrettent peut-être le fait de ne pas avoir une vie stable, une vie de couple stable, une vie de présence avec sa famille, plusieurs regrets, soit d'autres qui disent ouais, j'ai trop donné à l'humanité parce que je pense que ça use beaucoup. Est-ce qu'il ne faut pas avoir un juste milieu, à un moment donné, dit c'est bon le terrain, je m'arrête, et laisser la place aussi à d'autres générations, à d'autres, pour être efficace? Est-ce qu'il ne faut pas faire vraiment cette étude d'avoir le juste milieu? Alors moi je vais répondre de manière inéquivoque oui, je pense qu'il faut savoir s'arrêter. Après, le narrateur dans le film le disait très bien, il y en a qui s'arrêtent pour toujours, et il y en a qui s'arrêtent pour un temps, il y en a qui s'arrêtent jamais. Je pense que l'humanitaire aussi ça se fait avec les différentes phases de la vie. Peut-être qu'on part jeune et puis qu'on se rend compte au bout de quelques années qu'on rentre dans l'âge où tout le monde est en train de se marier, d'avoir des enfants, puis qu'on est loin, qu'on loupe un mariage, deux mariages, machin et tout. Donc peut-être, moi ça a été mon expérience, j'ai fait 4-5 missions, puis je me suis arrêtée un temps, puis j'ai eu envie de repartir, et puis on est revenu se poser, faire une vie de famille, peut-être qu'on repartira. Mais là où je pense que c'est crucial, et je pense que ça se prépare même avant de partir dans les premières missions, et pareil, je trouve que le temps à Beaufort est important pour les apprenants pour ça, c'est savoir s'entourer avant le départ, et préparer le retour avant le départ, avoir que ce soit des amis, de la famille, un hobby, n'importe quoi, avoir quelque chose qui fait qu'on saura quand est-ce que c'est le moment de s'arrêter. Parce que parfois on n'a rien qui nous sort la tête de l'eau et qui nous permet d'avoir cette prise de recul. On est tellement la tête dans le guidon, et ça si possible, ça se prépare avant. Et surtout, il y a quelqu'un à un moment qui a dit on revit un événement traumatique, etc. On n'y peut rien et on continue quand même. Alors moi, je suis pas vraiment d'accord avec ça. Je trouve qu'aujourd'hui, il y a plein de choses qui sont mises en place. Il y a de l'accès à des groupes de parole, à des psys, et de plus en plus, chez MSF, mais aussi dans d'autres organisations, une prise de conscience comme de cette importance de la santé mentale des expats et des anciens expats. Et d'avoir comme ça tout ce... Je pense que c'est le système aussi qui est en train doucement de se réveiller, de dire faut qu'on accompagne les gens dans leur arrêt de l'humanitaire. Et ce qui est terrible, c'est que parfois on en voit qui sont obligés d'y revenir parce qu'ils n'ont pas réussi à se réinsérer, à retrouver quelque chose, donc soit pour des raisons économiques, soit psychiques, psychologiques ou autres, qui retournent un peu comme une drogue, et pas forcément pour les bonnes raisons. Donc si, moi je trouve que c'est important de savoir s'arrêter. Ouais, il ne faut surtout pas que ça devienne une fuite, quoi. Enfin, une échappatoire à chaque fois. Donc effectivement, il faut trouver le point d'équilibre entre sa vie, pouvoir préparer le retour, l'anticiper. Recommandé. Quand ça devient une fuite, justement, et que la personne n'est plus en capacité de se reconnecter avec sa famille, avec ses amis, je pense qu'il est extrêmement important de construire justement son parcours et de ne pas le subir, parce qu'il y a toujours une bonne raison de repartir. Enfin, une fois que vous avez fait vos preuves dans le secteur, en général, on vous rappelle systématiquement. Donc, c'est très valorisant parfois dans cette période-là, surtout quand vous êtes passé dans la première mission, vous galérez, ensuite on vous appelle systématiquement. Du coup, c'est une tendance, voilà, il n'y a aucune. Vous pouvez être pris dans un engrenage de départ permanent, et à un moment, si c'est pas vous qui décidez, j'ai besoin quand même. C'est pas, en tout cas, je crois que même si les employeurs ont évolué là-dessus, je pense que la responsabilité de l'employeur maintenant, elle est plus prise, ils s'en rendent plus compte. Mais à un moment, moi j'ai vécu une époque, il y a une trentaine d'années, où c'était pas l'employeur qui pensait à vous. Enfin, dire, il savait où était la ressource, il l'utilisait, mais à un moment, ça craquait. Et l'employeur se posait pas forcément de questions, j'aurais quelqu'un d'autre de toute façon reprendre derrière. Maintenant, quand même, les pratiques des employeurs sont quand même beaucoup plus éthiques, entre guillemets, en souci de préserver aussi le personnel, etc. Mais
Mais c'est à vous aussi de construire ce patois, justement, de prendre le temps aussi de reconnecter avec la famille, reconnecter avec les amis. Sinon, après, effectivement, ça devient un cercle vicieux et une fuite permanente qui n'est pas gérée dans le temps. Je voudrais rajouter quelque chose. En effet, c'est une question aussi de trouver l'équilibre et donc de bien se préparer avant de partir pour aussi avoir en tête comment, une fois sur place, on va gérer en fait les choses. Gérer un coup dur, un coup de stress, en effet un événement qui se passe dans le pays d'origine et qu'on n'a pas la possibilité de rentrer, etc. Comment on le gère? Et c'est Marine qui me disait aussi, être beaucoup dans la communication avec ses proches qui sont restés dans son pays d'origine et avoir des temps aussi de décompression en fait sur place, que ce soit entre collègues ou en individuel, que ce soit faire du sport, lire, et du coup d'avoir aussi des temps vraiment où on arrive quand même un minimum à sortir de ce qui se passe, de l'action de l'urgence, même si en effet, en fonction du contexte, c'est moins évident à installer comme une habitude sur tout le long d'une mission. Mais quand on a la possibilité d'avoir au moins un peu ce recul, de prendre... C'est là où il y avait une différence, moi, à une époque où les célibataires étaient entre guillemets privilégiés parce que considérés comme plus investis, plus... Non, mais c'est vrai, moi j'ai connu cette époque-là où quand on envoyait une famille, la personne elle va quitter du bureau à telle heure parce qu'elle bien évidemment elle a sa famille à côté. Et moi j'étais dans une organisation où c'était assez critiqué, quand on arrivait qu'il y a une famille qui arrivait, on ne va pas pouvoir compter sur la personne parce que... Et en fait, ces facteurs de stabilité, au contraire, moi je trouvais que ces personnes-là apportaient un minimum de stabilité, de régulation dans l'investissement, dans le temps de travail. Mais ça sert à quoi de bosser 20 heures sur 24, à part dans les crises extrêmes où ça peut se justifier, mais c'est rare, ou à un moment, de toute façon, ça ne tient pas dans la durée. Donc, se réinstaurer et s'imposer une vie privée, entre guillemets, justement des activités annexes qui permettent de se préserver, c'est aussi extrêmement important. Je parlais du retour, mais aussi même sur le terrain, de pouvoir... se préserver aussi pour tenir dans la durée aussi. Et pour moi, heureusement, les organisations ont évolué dans la prise en charge des familles, mais quelqu'un qui était en charge de famille, il apportait une certaine stabilité dans l'équipe, une certaine organisation, parce qu'il avait ses propres obligations et il gérait ses obligations. Je vais vous donner un exemple. Moi, mes premières missions, j'étais souvent dans des contextes, j'étais en brousse. Ma première mission aussi, c'était au fin fond du Tchad. Et ce que je faisais, je pense, les 3-4 premières missions, ce que j'ai fait, c'est que je cherchais l'école et je demandais qui était le prof de sport. Et j'embauchais le prof de sport et je lui demandais de venir 2 ou 3 fois par semaine à la base pour nous faire des cours de sport. Et j'étais extrêmement décriée pour ça. À l'époque, je me sentais super jugée. Je finissais plus tôt pour aller faire mon cours de sport et tout, alors qu'on était en brousse, en urgence, on était ce qu'elle fout celle-là à faire ses squats. Non mais vraiment, et je sais pas, peut-être 6-8 ans plus tard, donc 2014, début du conflit en Ukraine, j'étais sur un poste, ce qu'on appelle de voltigeur, donc on partait sur des missions très courtes pour faire soit des gaps, soit vraiment de l'urgence. Et il y a le responsable des urgences du siège qui vient et je l'entends être au téléphone avec les RH du siège et qui dit ouais non, Camille super, elle gère hyper bien, au bout de 2 jours elle a trouvé sa prof de yoga, nickel, elle va hyper bien. Et je me suis dit putain, on a fait du chemin en fait, on a vraiment évolué. Aujourd'hui c'est valorisé, c'est ok de savoir ce qui vous fait du bien et ce qui vous permet de décompresser. Et il ne doit pas y avoir de honte à ça. Et au contraire, je pense aussi que c'est aux managers et aux futurs managers que vous êtes d'insuffler ça dans les équipes, de surveiller que si votre collègue il est tous les soirs jusqu'à 22h sur son ordinateur, après il ne faut pas non plus s'immiscer dans la vie des gens trop. Il y en a pour qui c'est leur équilibre et c'est ok, mais si vous savez que cette personne-là aime faire du coloriage le dimanche matin et que ça fait 3 dimanches matins qu'elle ne le fait pas, ça développe aussi la bienveillance. Donc oui, on est égoïste, mais je trouve que ça développe aussi quand même une humilité et un intérêt pour l'autre, pas juste les gens pour qui on travaille, mais avec qui on travaille, qui est très important. Une autre question ici. Bonsoir à toutes et à tous. Moi, je réponds au nom de Marius, je suis un ancien biof ressortissant du centre de Dakar. Je suis en fin de ma première mission et en congé ici en France. Je voudrais juste intervenir par rapport à la question de Yuri.
qui concerne la distanciation entre les différentes positions sur le terrain. Je pense qu'il n'y a pas tellement de distanciation si nous-mêmes, nous ne le créons pas. Étant qu'un département support, par exemple, les responsables admin RH, nous sommes garants de la bonne gestion et de la bonne vie d'équipe. Si aujourd'hui nous payons des contrats et autres, il faut savoir ce que nous payons. Donc nous pouvons manager notre programme et prendre un temps dans la semaine, descendre sur le terrain, voir ce que nous payons, les contrats, les logs, tout ce qui se dit. Parce qu'il arrive un moment où le log, il finit 3 mois de mission, il rentre. Quand il y a une question, c'est à toi, l'admin, qui signe le contrat, qu'on va poser des questions. Pourquoi tel contrat n'a pas été payé? Pourquoi cette tranche est restée? Il va falloir que tu sois en mesure d'avancer des arguments. C'est nécessaire qu'on aménage notre programme, on descend sur le terrain. On voit ce qu'on paye. On soit en contact avec les bénéficiaires. Même le staff, quand toi, admin, tu es sur le terrain, ça les motive. Au moins, eux, ils ne se sentent pas seuls. Ils se sentent que voilà, l'admin aussi s'intéresse à leur travail. Et je partage juste une petite histoire. Un jour, je partais sur le terrain parce qu'on avait 3 axes. J'étais avec le mobilisateur communautaire, le chauffeur. On était parti sur le terrain et après, on devait référer une maman avec un enfant qui souffrait de la malnutrition. Et le cas était avancé. Arrivé en pleine route, l'enfant est décédé entre les mains du mobilisateur communautaire. Et du coup, il m'a remis l'enfant. Étant qu'admin, j'ai pris l'enfant, je l'ai enfermé et il s'occupait de la maman pour en fait essayer de la motiver jusqu'à ce qu'on arrive au village et remettre l'enfant aux parents de la maman. Donc du coup, c'est très important que nous soyons sur le terrain, qu'on dégage un temps pour aller voir, pour aller constater ce qu'on paye. Et souvent, chaque fin d'heure, il y a ce moment de vie d'équipe qu'on évalue la journée, on parle de ce qui a marché, ce qui n'a pas marché, et toi, admin, toi également, tu as ta part de responsabilité. Donc voilà ce que je voulais partager. Merci. Merci. J'aurais 2 questions. La première, c'est pour Hassan. Désolé, mais ça te concerne directement. Est-ce que, du coup, on parlait beaucoup de l'équilibre entre la vie privée et la vie de travail. Est-ce que tu aurais une idée de me dire pourquoi aujourd'hui encore MSF ne prend pas de couple dans son ONG? Et la deuxième question, elle concerne tout le monde. Dans le film documentaire d'Égoïste, à un moment donné, il y a une personne qui a dit j'ai besoin d'y retourner. Est-ce que vous avez ce sentiment-là? Est-ce que vous pensez que c'est une fuite? Comment elle est vécue? Comment elle est gérée? Enfin, si vous pouvez un peu développer sur ce point. Merci. Alors, elle m'a répondu à la question. Il y a plein de couples à MSF. Plein. Et la plupart du temps, c'est pas problématique. Ça passe bien. Bien sûr, des fois, c'est problématique. Ça cause des problèmes dans des équipes. Mais dans mon expérience, la plupart du temps, c'était tu gagnes 2 positions de recrutement en une seule fois. C'est gagné-gagné, quoi. La plupart des couples sont infirmiers ou médecins et logisticiens. Je ne sais pas ce qui se passe avec les logisticiens. Mais tout le monde. Mais de ce que je comprends de ce que Camille a dit, peut-être ça ne recrute pas en couple. Ça, je ne sais pas pourquoi, mais je peux imaginer que ça devient très difficile en fait de juger la qualité de quelqu'un basé sur quelqu'un d'autre. J'ai eu une expérience avec ça, avec un couple où je voudrais la nana qui était un médecin avec beaucoup d'expérience et son mec qui était un logisticien que bon, moi j'appréciais pas beaucoup ce qu'il faisait sur le boulot, quoi. Donc ça m'a causé problème. À la fin, j'ai pris personne des deux. Donc je comprends pourquoi en recrutement, en entrant chez Médecins Sans Frontières, ça peut être très difficile de recruter un couple, mais ça ne veut pas dire que les deux peuvent postuler et rentrer, et puis quand tu es dedans, tu te démerdes, quoi. Tu lobbies, je sais pas, tu trouves une mission ensemble.
c'est comme ça que ça marche. Oui, non, mais du coup, c'est ça un peu l'ironie de la chose, c'est qu'on sait très bien, c'est qu'aujourd'hui, c'est ce qui se passe concrètement. On trouve chacun sa mission au même endroit, du coup, mais dans deux ONG différentes, tous les deux au courant, mais je sais pas, il y a quelque chose d'assez contradictoire là-dessus, je trouve. Mais merci pour ta réponse. Je pense que déjà, il faut différencier aussi les premières missions où c'est vrai que c'est plus difficile d'être exigeant sur je veux partir dans tel pays, j'ai ma copine avec moi, si on est tous les deux premières missions, c'est vrai que c'est plus difficile. Après, c'est ce que je disais tout à l'heure, d'abord, c'est pas impossible, vous pouvez effectivement trouver chacun de votre côté une mission dans le même pays avec des ONG différentes. Là, il faut prendre en considération si c'est un contexte sécu élevé, voilà, est-ce qu'il y a le droit d'aller dormir dans notre ONG, enfin, on en vient à parler vraiment de l'intime assez vite. Et puis après, franchement, une fois que vous avez fait une première mission, si votre conjoint aussi, de dire, bah voilà, on est un log, un admin, ça se discute très vite en RH, ou dès qu'on a un profil un peu plus senior, de rentrer dans une ONG et de dire, bon, bah j'ai aussi, enfin, soit vous avez un accompagnant, j'aime pas trop dire ce mot, qui n'a pas forcément un autre boulot, soit de dire de partir à deux avec le même poste. Ça arrive, et chez MSF on en voit beaucoup. Il y a des ONG comme DRC par exemple qui ont vraiment une politique extrêmement stricte là-dessus en disant sur une mission on n'accepte pas les couples, mais c'est quand même plutôt rare et j'aimerais bien le voir appliqué en vrai. De quoi ça fait Michael l'apéro? Je peux répondre un peu à la question parce que j'ai travaillé 5 ans sur la gestion de pool à MSF au siège et en fait c'est pas toujours évident d'arriver à matcher deux personnes avec des profils différents. Des fois ils n'ont pas forcément des profils différents, il y a aussi des admins avec des admins, des logs avec des logs, donc on peut trouver dans le pays peut-être une place en capitale ou une place sur le terrain, mais ça ne sera pas ensemble. Donc ça c'est un premier problème. Et puis en fait il faut aussi imaginer que, alors là je vais pas faire de langue de bois, mais quand tu as deux personnes qui sont sur des postes de coordination, que ce soit COFIN, que ce soit chef de mission, que ce soit coordinateur terrain, bah, si tu veux, le soir, ils se retrouvent ensemble sur la prise de décision opérationnelle, ça influe quoi. Moi j'ai bossé au siège avec ma conjointe qui était sur une cellule et moi sur une cellule. Donc je dis pas que c'est quelque chose mais ça fait questionner aussi. Donc il y a des prises en compte de tout ça. Et ce que disait assez justement, c'est que des fois tu as le conjoint de, mais c'est pas la personne que tu veux pour ce poste. Ce que tu disais, tu cherches des gens qui sont. Donc voilà. Après, il y a une solution. MSF envoie des gens en couple, mais là, le conjoint a un demi-perdième. Si c'est des familles, on paye l'école ou quoi que ce soit, mais pas tous les deux avec un travail. C'est un peu plus complexe. Mais moi, je rejoins. Ça se fait. C'est pas quelque chose qui est. Tu vois, c'est pas interdit. Au contraire. C'est un peu selon les contextes, ça se fait. Voilà. On va prendre une dernière question, merci. Il y avait une deuxième question qui était l'envie de repartir, c'est ça Ouais, du coup, je trouve que ce documentaire, il transmet beaucoup d'émotions. Et justement, la notion de repartir qui a été mentionnée à un moment donné dans le documentaire. Je voulais savoir, est-ce que vous avez vécu ça? Comment vous l'avez vécu? Comment vous l'avez géré? Est-ce que vous considérez que c'est quelque part un peu de la fuite? Ou est-ce que c'est justement ça qui vous fait tenir et qui vous fait continuer? Est-ce que vous pouvez nous faire un retour d'expérience sur ce point? Moi, ça date un petit peu, parce que je suis rentré du terrain en 2000, moi, donc mais en fait, moi, j'ai eu beaucoup de mal à faire les départs. Moi, je suis rentré par contrainte familiale, parce que j'étais parti en couple sur ma dernière mission, et d'où l'importance que ce soit un projet partagé. Dans tous les cas, ma compagne ne supportait pas le contexte mission, et du coup, on est rentré, donc un peu forcé les contraintes. Donc moi, j'ai plutôt mal vécu au début, effectivement. Et la solution, à un moment, ma priorité était ma famille, mes enfants en bas âge, de toute façon. Donc, la solution que j'ai trouvée pour concilier les choses, arrivé à Bioforce, où j'ai eu une opportunité. J'étais avec Handicap International avant. Handicap n'avait pas forcément de poste à me proposer au siège à ce moment-là. Et j'ai essayé de trouver, mais du coup, oui, l'envie
de repartir est souvent assez prégnante, mais bon, après, moi j'ai eu la chance, entre les guillemets, de pouvoir rester dans le secteur humanitaire, dire mon engagement ici à Bioforce, qui est une partie, après d'autres personnes peuvent l'avoir dans d'autres organisations, je pense. Voilà, donc je reste en contact avec le secteur, ce qui était pour moi une volonté aussi d'être en lien avec les organisations. Cette chance-là, je l'ai ici maintenant, donc... Et puis maintenant, par défaut, je le vis aussi un peu par procuration, parce que ma fille aînée est partie maintenant dans le secteur humanitaire. Donc, ce qui est intéressant, c'est que je le vis maintenant en tant que parent. Et donc, je comprends maintenant ce que mes parents ont vécu quand moi je suis parti. Et voilà, du coup, et je vis ça un peu par procuration maintenant. Donc, c'est assez intéressant de voir aussi d'être de l'autre côté du miroir aussi, et de vivre ça, surtout quand, voilà. En RCA, à Bangui, donc c'est un contexte pas forcément très facile non plus. Mais voilà, donc moi je l'ai réglé un peu comme ça et je reste connecté, donc ça peut être plus compliqué pour des gens qui ont des obligations aussi, mais qui n'ont pas eu l'opportunité de rester dans le secteur. Je pense que c'est quelque chose qu'il faut assumer en fait, de la même manière qu'on assume entre guillemets notre soi-disant égoïsme de partir la première fois. C'est du moment qu'on sait pourquoi on le fait, dans quel contexte, avec quel système de support autour de soi, etc. C'est ok d'avoir une envie irrépressible. Enfin, moi, j'ai assumé, enfin, j'ai eu du mal au début, mais j'ai assumé très vite de dire, Haïti, c'était le tremblement de terre, choléra, c'était le truc du moment, la crise sexy, je voulais y aller, j'ai tout fait pour y aller. Après, ça a été la même chose avec le Yémen, les Rohingyas, etc. Il y avait aussi un petit peu un côté, aujourd'hui je l'assume, de dire un peu show-off, quoi, de dire bah oui, j'ai fait Haïti, j'ai fait ça, etc. Et c'est ok, quoi. Moi, je trouve qu'il faut assumer aussi ce besoin d'adrénaline et de vouloir être au cœur de l'action et tout. Et on en parle assez aujourd'hui ouvertement. T'es allé 15 jours sur le terrain, tu fais ton petit shoot. J'aime pas trop ce parallèle que j'arrête pas de faire avec la drogue, mais ça doit bien dire quelque chose. Voilà, après il faut trouver, comme disait Gaëlle, ce qui nous fait aussi tenir dans la durée ou pas, pourquoi on y retourne. Je pense que du moment qu'on est au clair avec soi-même sur pourquoi on fait, dans quel contexte, pour combien de temps, dans quel cadre, etc., c'est ok. Et ces raisons-là peuvent et doivent même, je pense, évoluer aussi au fur et à mesure des missions et de l'âge et de l'expérience, etc. Parce que si au bout de 35 ans, on y retourne toujours pour les mêmes raisons, ouais, je pense qu'il y a des questions à se poser. Si. Dernière courte question. Courte, promis, j'en supprime une. Merci. Bonsoir, merci pour votre intervention, pour vos interventions. Je vous l'assure, rédigé pour aller assez vite. Avez-vous des conseils sur l'état d'esprit que nous devons adopter pour notre première mission? Est-ce qu'on doit être dans l'évangélisme ou dans l'apathie la plus complète pour se protéger? Ou est-ce qu'on doit y aller quitte à se prendre une baffe un peu comme on est? Moi, je crois que je comprends que vous êtes tous allés en première mission, c'est ça? Et il y a une grande possibilité que vous allez arriver dans un projet où il y a une équipe nationale sur place qui connaît beaucoup plus que ce que vous connaissez. Bien sûr. Avec beaucoup plus d'expérience. Ils ont survécu des situations que vous n'avez pas survécues. C'est-à-dire qu'ils ont survécu des guerres, ils ont survécu des épidémies. Ça dépend où vous allez, les problèmes du pays, quoi. Et la difficulté de votre position, qui a fort possiblement, vous serez en position de gestion sur ces gens-là. Vous serez, vous, leur manager. Et il faut, pour moi, le plus important que je prendrai en conscience, c'est comment eux se sentiront d'avoir un jeune, je ne sais pas, français ou n'importe quelle nationalité, qui vient leur gérer pendant 6 mois ou 1 an max. Et puis ça sera un autre après. Et si vous arrivez à prendre soin de ces gens-là, eux, ils vont faire un boulot magnifique à la fin. Et votre mission sera accomplie, en fait. Parce que votre mission n'est pas de checker si 1 euro a amené un crayon.
ça c'est facile, ça c'est n'importe qui peut le faire. Mais d'arriver à faire travailler des gens qui sont eux dans des situations difficiles à cause de leur pays et de décisions difficiles à cause de la nature des ONG, qui est une nature qui est réelle, que moi je suis d'accord avec, parce que ce échange de gens, il est beau, hein, que vous vous ramenez à la maison après une histoire, vous dites à vos amis qu'est-ce qui se passe dans l'autre bout du monde, ça c'est très très important. Et vous amenez aussi un package avec vous à les donner. C'est votre expérience de vie, c'est votre vision du monde. Et moi, j'étais dans la période 2006-2007 avec Cyril Martin qui était là en 2005 à faire une formation logistique, que lui me racontait sa formation logistique à Bioforce et sa vie en France et tout ça. On était en guerre. Hein, et cet échange entre les deux, ça nous a permis les deux à grandir en fait. Et pour moi, c'est ça le plus important comme état d'esprit, c'est les gens que vous avez travaillé avec sur place. Quoi. Ok, merci. Ouais, pour moi, c'est de l'humilité déjà. Enfin, c'est pas arriver avec toutes les solutions, etc. Donc, pour moi, l'état d'esprit, c'est de l'humilité, de la prise de recul, du temps d'analyse, et voilà, et éviter les préjugés, surtout préjugés vis-à-vis du personnel national, des organisations locales, de la culture locale, etc. Moi, je pense que c'est surtout de prendre le temps, de ne pas se précipiter, d'être dans une posture de curiosité, parfois d'empathie et d'humilité. Surtout par rapport à ce que tu viens de dire, effectivement, vis-à-vis du personnel que vous pourriez être amené à gérer ou à manager, ça se construit d'avoir une légitimité pour l'avoir, et pour l'avoir, il faut prendre le temps de compréhension, voilà. Et quel que soit le contexte, même si pour être dans l'urgence, je pense qu'il est vraiment important de prendre le temps de comprendre un peu comment ça fonctionne, comment ne pas arriver, typiquement, j'ai appris ça à Bioforce, typiquement, je vais l'appliquer tel quel. Non, enfin, je veux dire, parce qu'on a eu ces retours-là, moi en tant que responsable de formation, j'ai eu parfois des retours de recruteurs, les Bioforce, ils arrivent, vous avez des cadors, je suis formé logisticien, machin, etc. Et, enfin, moi, ça m'a gêné, hein, quand on a reçu parfois des retours comme ça de l'organisation, et vraiment, non, enfin, vraiment, se mettre dans du questionnement, les préjugés aussi, moi, me choquent beaucoup parfois, enfin, entre les personnes marocaines. Maintenant, ça s'atténue un petit peu parce que les équipes expatriées sont d'origine culturelle de plus en plus différentes, etc. Mais enfin, moi, à mon époque, il y avait quand même beaucoup de préjugés de la part des Européens vis-à-vis du personnel national, vis-à-vis des organisations locales, un sentiment de méfiance, de soupçons permanents de corruption, etc. Enfin, je veux dire, ça c'est vraiment pour moi fondamental, en tout cas, quand vous arrivez sur un contexte d'intervention. Ok, merci. Petite chose, je suis tout à fait d'accord avec ce que vient de dire Bertrand. Et je voudrais rajouter aussi de bien avoir en tête, la raison pour laquelle vous partez. En fait, c'est quoi l'intention, c'est quoi la motivation, et du coup de ne pas y aller en tant que cow-boy, on va sauver le monde, on va tout régler, etc. Et de avoir cette posture de recul, d'humilité, de se dire je m'engage pour telle raison et je vais faire de mon mieux pour accompagner aussi le reste de l'équipe, l'organisation, à aller dans cette direction, dans cette mission, etc. Donc je pense qu'avant de partir, c'est aussi de savoir pourquoi vous partez et pourquoi vous avez fait cette formation, c'est quoi vraiment le cœur en fait de votre engagement et de votre intention quand vous partez. Je trouve que pour moi c'est assez primordial. Merci. Juste pour faire le lien du coup avec le film sur ça, c'est important pour vos proches aussi de savoir pourquoi vous partez. Ça permet aussi à eux, si c'est difficile, d'essayer ou en tout cas de leur apporter des éléments de compréhension et du coup d'être plus présent, mieux présent pour vous accompagner, pour vous soutenir. Enfin, on l'a tous entendu, tu n'as pas besoin de partir à l'autre bout du monde, des gens qui crèvent, il y en a ici. Mais du coup d'être au clair avec vous-même, ça vous permet aussi d'être clair avec ceux qui doivent être là pour vous quand vous êtes là-bas et quand vous rentrez.